Ce dont nous avions envie de parler ce soir avec nos invités, et ça enchaîne sur ce qu'on a dit de toute façon, c'est d'abord des territoires, de la territorialité, de l'urbanité, dans le contexte de l'ère anthropocène, disons de la fin de l'ère anthropocène, la fin. Ce que j'ai tendance à considérer un peu comme la fin de l'ère anthropocène dont il s'agirait de sortir. Alors Damien Carême, vous avez entendu parler de lui, le maire de Grande-Synthe. Pardon, il était, tout à fait, maintenant il est député. Il a lancé toute une activité très très exemplaire à Grande-Synthe, notamment en reprenant des idées dont Dominique Bourret était aussi porteur, d'un revenu de transition, voilà, et beaucoup d'autres choses dont peut-être vous allez prendre un peu de temps si vous voulez bien nous parler un petit peu. Thibaut Dermancourt travaille sur des technologies collaboratives. Nous voulions parler avec lui parce que nous sommes, comme je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, nous-mêmes fondamentalement convaincus que si on ne change pas ces technologies-là, si on ne s'en empare pas et si on ne les respécifie pas en fonction des intérêts de ce que nous considérons être ce que devrait être l'économie contributive, par exemple dans ce que Thibaut et Clément vous ont présenté tout à l'heure, à savoir ces instituts de gestion de l'économie contributive qui utilisent des outils contributifs, des technologies contributives en réseau, ça ne marchera pas. Donc ça suppose de faire un engineering, si je puis dire, de ces technologies-là. Cara et Karine travaillent ensemble, je crois, dans un contexte qui est la question d'abord de, on peut dire, la résilience des territoires, hein, dans une époque où, appelons ça le changement climatique et tous les grands défis qui se posent aux communautés territoriales d'une manière ou d'une autre, réchauffement, montée des eaux, etc., et bien d'autres problèmes. Et Dominique Bourg, c'est un philosophe, je pense que vous le connaissez, je ne sais pas s'il est toujours président du conseil scientifique de la Fondation Hulot, je crois. Dominique, tu nous entends? Non, il ne nous entend pas. Il est en train de chercher à se connecter. Donc, et voilà, il n'a pas pu venir parce que, à cause des problèmes de transport. Mais donc, Dominique Bourg est un philosophe depuis longtemps, écrit sur ces questions-là. Il enseigne, par ailleurs, il est professeur honoraire à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et bientôt, nous ferons quelque chose ensemble, d'ailleurs, fin janvier ou début février, à Lausanne, au théâtre de Lausanne, pour essayer d'aborder ces questions via des pratiques théâtrales, c'est-à-dire en employant des méthodes qui ne sont pas simplement celles qui le vieux colloque comme on le pratique ici depuis 13 ans. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'introduire tout cela en disant, moi je vais poser une question, puis après je vais passer la parole à Damien Carême. La question que je voulais introduire, c'est la question de la localité. Si on regarde le film Demain, qui a été un des moments qui a puissamment socialisé des questions, des gens qui ont critiqué le film, etc., mais c'est un grand succès ce film, et beaucoup de gens ont été sensibilisés en fait par ce film aux questions qui nous intéressent ici. Qu'est-ce qui nous présente fondamentalement ce film? Pour moi, en tout cas, ce que j'en ai retenu d'abord, c'est la question de la localité telle qu'elle se décline à travers les territoires en transition, de façon diverse et variée, avec un penseur des territoires en transition qui sont en réseau les uns avec les autres, etc. Et toutes ces initiatives locales, on en connaît aussi à Saint-Denis, où on travaille, qui ne sont pas labellisés territoires en transition, mais qui pratiquent ça tout à fait sans rien demander à personne, et qui le font très bien. Il y a des démarches comme ça dans le monde entier, en réalité. Michel Bowell aurait pu nous en parler d'ailleurs. Mais il y a 2 choses qui doivent être pensées. Pourquoi la localité? Pourquoi est-ce que c'est local? Premièrement. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'époque de la globalisation? Et deuxièmement, comment ces localités peuvent se consolider, pour reprendre ce que disaient Sarah et Paolo, en se scalabilisant, c'est-à-dire en passant des facteurs d'échelle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les échelles? Qu'est-ce qui fait que la biosphère est une localité, mais que dans la biosphère, la localité de Saint-Denis, par exemple, est une localité dans une localité qui est dans une localité, etc., etc. Et comment ça se traduit, par exemple, en termes de commerce?
d'échanges commerciaux, d'attribution de valeur, de négociation, de compromis. Tout à l'heure, Michel expliquait à propos de la blockchain et de la holochain qu'il faut essayer de réduire au maximum les transactions qui sont très énergétivores. Bon, tout ça, ça pose des problèmes d'économie. On appelle ça des économies d'échelle, mais pas au sens de l'économie d'échelle classique de l'industrie, qui sont bien connues depuis le 19e siècle, mais on pourrait appeler ça de nouvelles économies cosmologiques d'échelle. Voilà. C'est un peu aussi à ces questions que nous travaillons avec le concept de cosmotechnique. Donc, c'est la question, premièrement, cette question que je voulais que nous abordions, et deuxièmement, la question du développement urbain. Parce qu'en général, les exemples qu'on donne, pas toujours, mais la plupart du temps, ce sont des exemples. Là, ce qu'a fait Damien Carême est justement assez spécifique. Ce sont quand même des exemples, disons, de nouvelles ruralités, très souvent. Ou de ruralité urbaine, mais quand même dans le champ de l'agriculture, de l'économie de subsistance. Le survivalisme, d'ailleurs, ayant suscité tout ça. Nous, comme le sait bien Karine, par exemple, nous réfléchissons à qu'est-ce que c'est qu'un développement urbain qui exploite une Building Information Modeling pour produire une nouvelle industrie du bâtiment. Donc on n'est plus du tout dans l'agriculture, mais pas du tout, du tout. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut passer à ces échelles. Il faut généraliser à toutes les activités ces questions. Et d'autre part, réfléchir à la façon dont elles sont locales et elles sont capables de se délocaliser et de répondre aux défis de la planète d'une manière vraiment efficiente, parce qu'au bout du compte, on a beaucoup critiqué, et à juste titre, moi-même je n'arrête pas de le faire, le modèle néolibéral, mais la puissance du modèle néolibéral, c'est qu'il est efficient. C'est une efficience à courte vue, c'est une efficience qui est autodestructrice, mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'à court terme, il est très efficient. Après, il accumule en fait des déchets nucléaires ou toutes sortes d'autres choses qui sont à moyen terme et à long terme en fait archi-destructeurs. Et ça, c'est la grande contradiction. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que le néolibéralisme, c'est fini, comme les vagues d'économie administrée se sont effondrées. Maintenant, c'est ce modèle-là qui s'effondre. Alors, si ça s'effondre, qu'est-ce qu'on construit? On est là pour ça, on est là pour construire, pas pour casser. Voilà. Donc, ce que je vous propose, Damien, si vous voulez bien, si ça vous convient, c'est peut-être de nous reparler un petit peu de Grande Sainte, de ce que vous avez fait, puis à partir de là, qu'on enchaîne. Merci. Merci pour l'invitation. Il faut que je me recentre un peu parce que j'arrive de Genève, pas très loin de chez... où j'étais au premier forum mondial des réfugiés depuis lundi. Ça pose aussi la question de la globalisation et de la localité. Ces problèmes de ces 25 millions de réfugiés à travers le monde et de ces 250 millions de migrants. Pourquoi la localité? Parce que c'est le lieu où l'on peut faire. C'est le lieu où c'est le plus simple, c'est aussi le lieu, la localité, où le pouvoir politique a encore une relation de confiance avec le citoyen. C'est à peu près le seul niveau où il y a une confiance encore supérieure à 50% dans l'élu local. Et je pense que c'est par les initiatives locales, comme les décideurs politiques, c'est ce que vous disiez quelques minutes sur juste avant, les décideurs locaux et c'est ce que dit aussi Dominique Bourg, qui le redira peut-être tout à l'heure, ont abdiqué devant le pouvoir économique et que l'autorité, c'est le pouvoir économique qu'il a, c'est plus le pouvoir politique. Et tout va résider dans la solution, ça sera à quel moment le politique reprendra le pouvoir sur l'économie pour instiller, pour arrêter qu'on aille dans le mur, comme vous le disiez, parce que ce système néolibéral est du très court terme et qu'aujourd'hui, le court terme, il est malheureusement une menace pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, pour notre humanité. Et justement, dans cette époque de globalisation, il y a énormément de gens qui restent sur le côté et qui sont complètement perdus, qui n'ont plus des repères. Et moi, je critique, ça pose le problème du développement urbain, mais de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait, ces strates, on a élargi les grandes régions, parce qu'encore une fois, on a essayé de faire des régions compétitives les unes par rapport aux autres, et en France, avec les métropoles qui naissent un peu partout, pour être plus compétitif par rapport aux métropoles européennes, pour être plus compétitif que les grandes métropoles internationales. Et dans tout cela, l'humain, on s'en fout. On n'a jamais pris en considération l'échelle humaine, la relation humaine, et c'est aussi ce qui a fait qu'on ait les gilets jaunes à un moment, parce que justement, concentrant dans ces grandes métropoles les
puissance économique, avec le prix du loyer qui surenchérissait, etc., du foncier qui surenchérissait, on a poussé à l'extérieur les populations qui doivent prendre leur voiture, qui doivent faire une heure de trajet pour aller maintenant travailler, et en plus quand on met une taxe sur quand on fait payer logiquement le gasoil, on les punit on les punit de la double peine. Et donc voilà, ils subissent cette globalisation qui n'ont pas choisi derrière et qui a effacé tous les repères. Avec un système, et je le critique, et de plus en plus le système néolibéral, qui est le tenant aussi de tout le système médiatique et qui nous entraîne uniquement dans ce modèle-là. Et donc on a besoin, au niveau local, de redonner un certain nombre de valeurs et de rappeler un certain nombre de valeurs. Moi, dans ma ville, c'est aussi ce que j'ai fait en créant une université populaire. Voilà, c'est la consigne que j'ai donnée, c'est qu'il faut qu'on travaille à l'émancipation des habitants, des individus de la ville, qu'on essaie de les soustraire au domaine dominant pour leur permettre de réfléchir autrement, en leur faisant rencontrer des spécialistes à certains moments d'alternatives sur les retraites, sur l'énergie, sur plein de choses qu'on ne voit pas dans le système médiatique, où ils ont une part infime de représentation dans le système médiatique, et donc de pouvoir faire un certain nombre de conférences, d'interventions de ces spécialistes qui viennent nous expliquer qu'il est possible de mettre en œuvre un autre monde, qu'on peut mettre en œuvre un autre monde, une autre société. Et puis c'est l'accompagner dans le quotidien, et ça aussi, c'est au niveau local que ça peut se faire. Quand on décide de faire du 100% bio dans les cantines scolaires et de relocaliser la production alimentaire au niveau local, c'est du concret. Et quand on accompagne les habitants, on l'a vu dans un certain nombre de villes, Détroit, etc., de faire ces jardins urbains, ces jardins en pied d'immeuble, c'est pour, oui, effectivement, l'autonomie alimentaire si on prend la transition, mais c'est aussi le lien humain qu'on refait quand on fait ces jardins populaires où les gens se côtoient les uns à côté des autres, échangent, discutent, et on les forme à une autre agriculture sans produits toxiques, et on leur explique la saisonnalité, pourquoi on travaille dessus, comment, à chaque fois, c'est des clés, mais toutes simples, dans le quotidien des gens, qu'on leur donne pour comprendre que ce monde est fou, qu'aujourd'hui, le yaourt qui arrive dans son assiette, il doit faire 6000 km parce que les fraises, elles viennent de là-bas, que le lait, il vient de telle région, que le fourrage pour les vaches qui sont là, mais il est fait dans telle autre région, que tout ça, ça part dans des centrales d'achat, et que tout ça est distribué, etc., etc. Enfin, l'absurdité du système dans lequel on est, on le démonte simplement avec une population qui est dans une grande difficulté sociale. Ma ville, le salaire médian, il est à 10 000 € par an, annuel. Il y a 33% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a 28% de chômage. Donc a priori, ce n'est pas des gens, quand on parle de transition, même de développement durable ou d'autres choses, ce n'est pas leur première préoccupation. Leur première préoccupation, c'est de savoir ce qu'ils vont donner à bouffer à leur gamin le lendemain. Donc, mais on les accompagne dans le quotidien de manière très simple et on leur donne les clés de lecture, de compréhension de cette société en mettant en œuvre des alternatives à côté. On a mis aussi un système d'économie du partage, de la fonctionnalité en œuvre avec une outil tech par exemple. Ça ne sert à rien d'avoir tous sa perceuse parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une perceuse, on a besoin de faire un trou simplement. Et donc comment on peut échanger, comment mettre une perceuse en commun, ça fait économiser beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux rares. Les matériaux rares, où on va les chercher, qu'est-ce que ça crée comme conflit dans le monde, la géopolitique, etc. Et tout ça, c'est vraiment à partir du quotidien de chacun des habitants qu'on peut le travailler. Donc la localité pour moi, j'ai été maire pendant 18 ans de cette ville, c'est le plus beau des mandats. C'est peut-être le plus compliqué, le plus astreignant, le plus chronophage, mais c'est le plus beau des mandats parce qu'on peut mettre en œuvre des solutions et on peut faire en sorte que la population devienne actrice, les habitants deviennent acteurs de leur propre vie et de leur assurer derrière. Moi, ce que je leur assurais simplement, parce que je peux pas, un élu local ne peut pas promettre du boulot à ses habitants, c'est pas comme ça que ça marche, l'économie justement. Donc moi je les ai simplement accompagnés pour qu'ils vivent bien, en leur disant tiens, on va aussi travailler sur les perturbateurs endocriniens. Alors, André Sicolella, qui est un toxicologue, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est celui qui est à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons des enfants par exemple, était venu un jour dans une conférence pour parler de ça, pour parler de ces produits qui sont dans notre quotidien. Et il m'avait mis au défi de déclarer la ville sans perturbateurs endocriniens. Donc on a pris ce challenge-là, et puis on va pister maintenant partout les perturbateurs, et on fait des ateliers avec les habitants, comment on confectionne ces produits ménagers, ces cosmétiques à base de produits naturels. Et les habitants, il y a 800 foyers qui viennent se former à ça, parce que ça leur fait gagner de l'argent. C'est beaucoup moins cher de faire ces produits. Ils ont une action envers l'environnement, parce que ce qu'on rejette dans l'environnement est pas toxique et pas nocif.
Et donc c'est du social, de l'écologie qu'on mène derrière, et ça frappe les habitants. Et on prend soin d'eux. Ils évitent d'assimiler des perturbateurs endocriniens et on prend soin d'eux. Voilà pourquoi, moi, ce que je pense, la localité, et je pense qu'on assistera à un retour en arrière, et ce que demandent les gens aujourd'hui, quand on a de plus en plus d'urbains qui partent à la campagne parce qu'ils veulent décrocher de la vitesse de la ville, de l'absurdité des transports, etc., etc. Derrière, c'est aussi parce qu'on veut retrouver de la localité, on veut réapprendre peut-être à recréer du sens commun, à avoir de la relation humaine qui a complètement disparu dessus. L'échange commerciaux de valeurs qu'il y a derrière, je dois avouer que ce n'est pas ma préoccupation, parce que c'est quelque chose que je combats, ces échanges commerciaux, parce qu'on a consommé, on a hyper consommé, c'est ce qui nous a poussé dans les conditions actuelles, donc il y a une autre économie à trouver, comment les gens vont puiser une source de revenus, ce qu'on a créé, et je terminerai avec ça, le revenu de transition écologique que j'ai mis en œuvre à Grande-Synthe avec Sophie Swatton et avec Dominique Bourg, c'est de permettre à des gens de partir justement vers des métiers qui sont à faible impact environnemental. C'est par exemple l'agriculteur qui passe du conventionnel au bio. Il a une période où c'est compliqué, c'est de lui assurer que pendant cette période-là, on lui assure un revenu. C'est quelqu'un qui fait une formation dans un domaine pour par exemple devenir réparateur de vélo et on l'accompagne dans ce domaine-là. Et voilà, on crée quelque chose de vertueux avec une société coopérative qu'on a mis en place et les gens cotisent après pour aider d'autres personnes à venir. Et ça, c'est vraiment à l'échelon local. C'est le meilleur échelon pour pouvoir le réaliser. Ok, merci beaucoup, c'était très très clair. Il y a un point où je vais vous résister un tout petit peu, et je passerai la parole ensuite à Dominique. Bon, je te salue Dominique, je ne sais pas si tu me vois. Moi je te vois très bien, mais je ne t'entends pas par contre. Le son ne marche pas encore. Il faut que la régie essaie de résoudre ce problème. Si tu m'entends, pour le moment, c'est le principal. Je vous entends, mais je vous entends mal, mais je vous entends quand même. Ah, d'accord. Bonjour, Dominique. Bonsoir à tous. Donc, je voulais revenir sur la question de la localité. Donc, j'ai demandé à Damien un petit peu pourquoi la localité. Il m'a répondu d'abord, c'est le lieu où on peut faire, et ça, c'est évident. C'est là où on peut prendre l'initiative. On n'est pas dépendant de quiconque, on peut prendre l'initiative. Et ça, c'est fondamental. C'est aussi le lieu de la confiance que génère la proximité, c'est-à-dire la vie en commun, le partage d'un espace commun, les communs, au sens qu'on en parlait tout à l'heure, avec Franck Cormeret ou avec Michel Boens. Et c'est aussi, vous l'avez dit, l'université populaire, c'est un lieu où la localité, c'est un endroit où on peut produire du savoir aussi. Partager, le savoir, c'est ce qui se partage. C'est-à-dire que le savoir n'est jamais individuel, il est toujours partagé. Et donc l'espace de vie commune est naturellement un espace d'acquisition de savoir, qui peut être des savoir nourrir son enfant, ne pas lui donner un biberon qui lui fait avaler des perturbateurs endocriniens, ou toutes sortes d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure avec Marie-Claude Gossière, parce que faire téter aujourd'hui, c'est en train de se perdre, le savoir de ça, à cause des smartphones et de bien d'autres choses, mais jusqu'à des savoirs qui sont les savoirs dont on parlait hier matin. Alors justement, c'est un petit peu à ça que je voulais venir. Nous, la raison pour laquelle nous travaillons sur la localité, c'est outre tout ce que vous avez dit, et puis d'autres choses, d'autres expériences que nous connaissons, qui s'imposent comme une évidence, disons, c'est que par ailleurs, si nous essayons d'aborder dans une critique, disons, scientifique, appelons ça comme ça, du modèle actuel de développement, si nous voulons critiquer scientifiquement le modèle actuel de développement, premièrement, nous disons, il repose avant tout sur l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire la menace sur le vivant, parce que augmenter l'entropie, c'est diminuer les possibilités du vivant, c'est absolument inéluctable. Deuxièmement, et ça doit être une économie, il faut transformer l'économie pour que de productrice d'entropie, elle redevienne productrice de négantropie. Et c'était le sujet de la discussion d'hier matin surtout. Là, on parlait avec, disons, un mathématicien et une biologiste qui sont spécialisés dans ces domaines. Et nous pensons qu'il faut développer une économie de la négantropie, mais qu'une économie de la négantropie, c'est forcément une économie locale. Ça pour des raisons qui sont parfaitement décrites par les scientifiques. La négantropie ne peut se produire que localement. Il y a une échelle locale de la négantropie. Après, il y a plusieurs types de négantropie. Justement, il y a des entropies qui peuvent être très 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 locales. Moi, j'appelle ça la nano-localité, c'est-à-dire c'est l'espace familial, l'espace domestique. Il y a la micro-localité, le quartier, le magasin, l'entreprise. Il y a
la mésolocalité, il y a la macro-localité. Et il y a la métalocalité, on pourrait dire, de la biosphère elle-même, qui est une localité dans l'univers, d'abord dans le système solaire. Nous pensons qu'il est fondamental de reposer ces questions parce que, ça c'est un truc qu'on a écrit avec Maël Monteville dans un rapport qu'on présente à l'ONU, le capitalisme c'est avant tout la mise en œuvre de la science. Avant le capitalisme, on produit, mais pas scientifiquement, on produit artisanalement, on produit par essai-erreur, on produit empiriquement. À partir de James Watt, on produit scientifiquement, c'est-à-dire qu'on utilise des équations, des théorèmes, et on produit aussi une véridiction, une vérité qui donne une confiance. C'est plus la confiance qu'on fait à son voisin, c'est la confiance qu'on fait à telle marque, dont on dit c'est du solide, et c'est critiqué par le bureau Veritas, qui fait de la certification, c'est certifié. Les agents, les commissaires en groupe ont certifié aussi que la boîte a de la valeur, et donc les actionnaires, etc. etc. On est dans ce que Michel Foucault appelait un nouveau régime de vérité, qui repose sur la comptabilité, sur la certification, etc. Sauf que, ça c'est ce que disait un des fondateurs en fait, de la pensée écologique scientifique, si je puis dire, une critique scientifique par l'écologie de l'économie, c'est Georges Escourregal. Ce modèle, il est en fait basé sur une vision de la physique complètement partielle qui ne tient pas compte de l'entropie. Donc nous disons, ça fait à peu près 5 ou 6 ans que nous disons cela, si vraiment on veut changer le modèle pour pouvoir sauver la planète, puisque c'est vraiment ça l'enjeu, alors il faut changer d'épistémologie. Il faut faire ce changement d'une manière qui soit appropriable et réalisable dans un processus de transition. C'est pour ça qu'on a lancé un territoire expérimental où Karim est venu et qu'il connaît, et où nous sommes en train de conduire un projet sur 10 ans. Il a commencé il y a 2 ans et demi à travers des ateliers et toutes sortes de choses qui sont basées sur ces idées-là. Et c'est pour ça que nous disons aussi, et c'est là qu'on est peut-être pas tout à fait le même point de vue, si nous voulons que ces économies locales se développent, il faut qu'elles se délocalisent. Quand je dis qu'il faut qu'elles se délocalisent, ça ne veut pas dire qu'elles perdent leur localité, mais ça veut dire qu'il faut qu'elles franchissent des échelles. Parce qu'il faut organiser des échanges entre les localités qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui, justement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ont intérêt à échanger. Et par ailleurs, parce qu'on nous dit qu'il faut que cette transformation soit dans les 10 ans qui viennent, il faut le faire dans une négociation avec la macroéconomie actuelle, pour lui démontrer que de toute façon elle n'est pas soutenable, qu'elle est condamnée à mort elle-même, que donc elle a intérêt à nous utiliser comme des laboratoires de recherche et de développement intelligent, à condition qu'ils s'engagent sur la négantropie. Alors, s'il dit tout ça, c'est parce qu'on a lancé ce projet d'économie contributive qui est basé sur un revenu contributif. Et je sais que vous, avec Dominique, à qui je vais passer la parole maintenant, vous avez développé le concept de revenu de transition écologique. Et je me dis qu'on a des choses à partager là-dessus, peut-être à faire se rencontrer ce revenu de transition écologique, ce revenu contributif, et aussi d'autres initiatives que nous connaissons dans le monde qui peuvent se consolider les unes les autres. Donc Dominique, voilà, je ne sais pas si tu as entendu cette fois-ci. Je sais que j'ai entendu, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Oui. Voilà. Alors, petite précision quand même, hein, l'armature intellectuelle du revenu de transition écologique, c'est ma collègue Sophie Zlatov, hein, c'est pas moi. Et puis la première convention, c'est avec Damien. Mais je veux faire venir sur la question de l'articulation qui était chère, hein, du global et local. Alors, pour ma part, moi je tiens à distinguer le global qui renvoie quand même à la biosphère, aux sujets environnementaux, du mondial qui renvoie aux acteurs économiques. Et ce qui caractérise aujourd'hui l'articulation du mondial au local, c'est l'écrasement du local par le mondial. On va trouver ça qu'on a des États dont le droit de régulation nationale est réduit au chacun, tout simplement parce qu'on a une ouverture tous azimuts de l'économie. Alors le numérique va permettre à des acteurs globaux d'avoir une influence extrêmement puissante sur le local. Il y a la thématique chère à Bernard Giraud des emplois nomades. Et donc, effectivement, et de temps en temps, on a un maire, alors on a un, je comprends direct à mon petit camarade Damien, qui lui va protéger le local du mondial, et voire même de l'État. En matière d'immigration, c'est ce qu'il a fait de façon tout à fait directe. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est quand même dans une
une analyse que j'ai beaucoup aimée, qui est initiée par Philippe Moiti, dont les résultats ont été publiés dans le Monde il y a une dizaine de jours. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de le rappeler. Parce que lui distingue en fait, en quelque sorte trois attracteurs utopiques. Et le premier attracteur utopique, c'est ce qu'il appelle l'utopie technolibérale. Ça va du néolibéralisme classique, les start-upers, etc., jusqu'au transhumanisme. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans son travail, c'est qu'en fait, par rapport à la population française, c'est pas forcément partout pareil, mais en France, le taux d'adhésion à cette utopie, c'est 16% de la population. Le seul problème, c'est les 16% qui ont les manettes. Mais ils sont probablement pas plus de 16%. Ensuite, il y a l'attracteur sécuritaire. Et là, voilà, on le connaît, on n'hésite pas à aller du sécuritaire au fascisant. Et puis, on a une troisième utopie, qui est l'utopie écologique. Et là, j'ai trouvé que la façon dont il la définissait était intéressante, parce que c'est carrément un désir de sobriété affiché. C'est quand même pas quelque chose auquel on s'attend de façon spontanée dans les pays où nous sommes. Et c'est l'association de la sobriété à un désir de renouer avec la nature, qui a beaucoup d'appui, ne serait-ce que dans beaucoup d'études médicales. Aujourd'hui, on vous montre que sans présence du végétal, voire de l'animal, notre bien-être diminue, la délinquance augmente, évidemment sans parler des aspects sanitaires. Et là, ce qui est époustouflant, c'est, si ma mémoire est bonne, en tout cas c'est plus de 50%, c'est 56% d'adhésion dans un pays comme la France. Et donc ça donne un relief très particulier quand je parle d'écrasement par le mondial du local. Parce qu'en fait, les 16% écrasent les autres, écrasent notre aspiration, écrasent un désir de justice. Et là, je ne peux pas empêcher de faire référence à une autre analyse, c'est un de mes petits camarades aussi, qui s'appelle Xavier Ricard Anata, dans un livre qui est assez relativement inaperçu, mais qui est un excellent livre. Et où lui, il développe le point de vue du fait qu'aujourd'hui, nous serions dans une tropicalisation du monde. C'est-à-dire que ce qui existait autrefois dans les colonies, c'est en quelque sorte imposé aujourd'hui à tout le monde, et notamment aux pays occidentaux. Et on a une preuve, par exemple, avec les traités multilatéraux, commerciaux, et leurs aspects tribunaux d'arbitrage. En général, les choses ne marchent que dans un sens, c'est-à-dire que c'est les grands groupes qui, pour défendre leurs investissements, peuvent faire un procès aux États, mais je vous rappelle que les États sont dans l'impossibilité de mettre en cause juridiquement les grands groupes. Et je vous rappelle que, eh bien, en général, donc, les jurys sont composés plutôt de 2 tiers de représentants des grands groupes et 1 tiers des États. Imaginez que l'équité est tout à fait parfaite. Or ça, ce modèle de justice arbitrale, il était inventé au début de l'émancipation des anciennes colonies parce que les grands groupes n'avaient pas confiance dans les justices coloniales. Et aujourd'hui, c'est un mode qui s'impose partout et auquel adhèrent, je ne sais d'ailleurs pas du tout pourquoi, je n'arrive pas à comprendre, adhèrent par exemple nos députés, puisqu'ils votent ces accords unilatéraux avec ces procédures. Donc, et ça, si vous voulez, ça c'est la première remarque que je voulais faire. Et puis la deuxième remarque, c'est un peu en lien, complément, c'est pas du tout contradictoire avec ce que tu as dit, Bernard, sur le fait qu'effectivement, à partir de la modernité, on va avoir une production inspirée des sciences, mais il faut un petit peu détailler parce qu'en fait, c'est vrai, la physique moderne est née rationnelle de Pise, et effectivement, c'est bien pour changer le monde. Mais en même temps, moi, il me semble très important de continuer à faire la différence entre la production d'énoncés, un énoncé qui soit vraisemblable, soit faux, en tout cas la notion scientifique, et bien de le différencier de la production d'objets, ce qu'on va appeler les technosciences. Un objet, évidemment, n'est ni vrai ni faux, c'est un objet, il peut être chaud, lourd, dangereux, agréable, coûteux, bon marché, intéressant, inutile, que sais-je. Et donc là, ça relève d'une multitude de modalités de jugement possibles. Et or, on voit bien aujourd'hui que dans la relation des sciences à l'économie,
La relation positive pour l'heure, c'est plutôt des technosciences à l'économie, mais en revanche, quand on est du côté des sciences qui se ont pu lancer, formaliser, de décrire un certain nombre de relations, eh bien aujourd'hui, on a plutôt une relation à fond renversé. C'est-à-dire que les sciences du climat, c'est vraiment les empêcheurs de tourner en rond l'économie néolibérale. D'ailleurs, on voit bien les conséquences, parce que finalement, on ne tient absolument pas compte de leurs amis. Les sciences de la conservation en matière biologique, c'est vraiment les empêcheurs de tourner en rond. Et là encore, on n'en tient absolument pas compte. Et en revanche, quand on a affaire à un climato-sceptique, si vous lui parlez de géo-ingénierie, il est très content. Et il n'est plus du tout climato-sceptique, parce que précisément, il peut faire des affaires avec de la géo-ingénierie. Donc on a bien une relation qui devient assez complexe avec le savoir, qui est une relation relativement fragmentée, et donc il y a un savoir qui continue aujourd'hui à pouvoir avoir une teneur émancipatrice, et on voit bien que du côté de l'écologie, et Damien est un exemple parfait, du côté de l'écologie, si on ne fait pas d'écologie sociale, ça ne marche pas, et ça ne peut en aucun cas marcher. Et d'ailleurs on l'a vu avec la taxe carbone et les gilets jaunes. Je vous rappelle que par exemple en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 10%, et encore c'est 17 en fait, mais 10% arrondissons de la population mondiale, c'est la partie la plus riche qui émet 50% des gaz à effet de serre, et les 50% les plus pauvres émettent. Si c'est bien là, qui est, en gros, il faudrait nuancer, parce qu'en termes de biodiversité, les choses sont un peu différentes, mais si c'est un des facteurs essentiels, on voit bien que le seul moyen de s'en tirer est de rentrer dans une économie qui serait une économie plus respectueuse de nos conditions de vie sur Terre, même de la possibilité de vie pour l'exposition des autres espèces. Et bien là, on voit que c'est possible qu'en réduisant les flux de matière et les flux d'énergie, et donc en resserrant les revenus. Donc l'écologie sociale, c'est pas un luxe pour l'écologie. Sans écologie sociale, il n'y a tout simplement pas d'écologie tout court. Puisque l'écologie, c'est la réduction des flux de matière et des flux d'énergie. Donc voilà, en quelques mots, quelques petits repères rapides, mais c'est pas du tout en contradiction avec une approche misanthropique. Ok, merci beaucoup Dominique. Effectivement, je ne pensais pas du tout en contradiction, mais je pense que, par exemple, quand vous parlez du revenu de transition, pour moi, le revenu de transition, c'est un revenu qui va rémunérer, en fait, qui va encourager une économie, une micro, une nano-économie qui lutte contre l'entropie, qui améliore, qui prend soin. Ce que nous pensons, nous, c'est que si on prend au sérieux, par exemple, le discours de Guterres du 24 janvier dernier à Davos, auquel nous avons répondu, nous lui avons écrit, où il pose 3 problèmes. Le changement climatique, les questions migratoires, ce qu'il ne peut pas ignorer parce qu'il est ONU, et donc les grands mouvements migratoires peuvent être producteurs de conflits militaires, évidemment, et les questions de technologie, l'impact du numérique sur la planète, sur le fonctionnement de la planète. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut répondre à un niveau macroéconomique. Et que nous pensons qu'en fait, la négantropie n'est pas que nano-économique, microéconomique et mésoéconomique. Elle devrait devenir macroéconomique. Si par exemple on prend un tout petit peu au sérieux, je pense qu'il faut le faire, le discours de la nouvelle patronne de l'Union européenne, on peut soupçonner 1000 choses, mais il faut lui faire crédit sur sa volonté de faire de l'Europe une vraie politique de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Admettons-le. C'est une question qui ne peut se produire, qui ne peut se traiter qu'à l'échelle macroéconomique. Mais elle doit se traiter à l'échelle nano- et microéconomique d'abord, mais si elle n'est pas consolidée à l'échelle macroéconomique, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun effet. Et donc, là, je suis ce plan-là, si tu parlais. Pardon, je te suis parfaitement. C'est-à-dire que le global est une contrainte qui s'exerce directement à une échelle macroéconomique. Et imaginons, si tu permets 2 secondes, imaginons par exemple différentes nations qui
auraient adopté, qui seraient toutes des Rojava, qui auraient adopté le municipalisme libertaire, si tu n'as pas quand même par-dessus une régulation macroéconomique, on aurait pu imaginer par exemple une économie dans les années 50 municipaliste et libertaire avec une consommation de charbon complètement folle dans chacune des municipalités. Et donc effectivement, toute l'articulation aujourd'hui, c'est la nécessaire articulation entre le local, à condition qu'il ne soit pas écrasé, et puis des contraintes globales, mais qui vont effectivement converger vers une réduction générale de nos flux de matière et de nos flux d'énergie. Effectivement, on ne peut pas dissocier ce qu'on va faire à l'échelle plus micro, voire nano, comme tu le disais, effectivement, d'une approche globale qui va encadrer le mondial. Et aujourd'hui, on a au contraire un mondial qui dénie le global, ce qui est très différent. Et toute la question dans ce cas-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait un processus de percolation qui va faire que le global va être capable d'apprécier la valeur du local. Et quand je dis apprécier la valeur du local, ce n'est pas le tourisme du tout, même si ça peut aussi exister, pourquoi pas, mais à condition que ce soit un tourisme écologique. C'est pas simplement l'exploitation des particularismes, etc. Non, c'est le fait que les territoires développent des savoirs, parce que ce sont des éléments, des dispositifs de proximité, et que là, il y a la possibilité de réinventer un processus. Alors nous appelons ça la déprolétarisation. Le monde industriel qui s'est développé depuis 250 ans, c'est le début de l'Anthropocène, était basé sur la prolétarisation, c'est-à-dire la perte de savoir et donc l'augmentation de la production d'entropie par les prolétaires. Les prolétaires étant des ouvriers au départ, mais aujourd'hui c'est le patron de c'est Alan Greenspan, je le dis parce qu'il l'a dit lui-même. Voilà. Donc un prolétaire, c'est celui qui ne sait plus comment fonctionne le système qu'il fait fonctionner. Et il a dit ça, il a dit je ne sais plus comment marche le système financier, donc il est prolétarisé. Aujourd'hui, la question fondamentale pour nous, c'est de produire de la négantropie, et ce qui permet de lutter contre l'entropie, donc la négantropie, c'est le savoir. Donc il faut revaloriser les savoirs. Par exemple, le savoir des ouvriers du bâtiment qui, dans le sud du Maroc, savent travailler l'argile, et aujourd'hui, on peut exploiter l'argile de la région parisienne au lieu de la jeter, et en utilisant intelligemment des robots, etc. Alors, moi j'aimerais bien questionner aussi. Alors, ce que je voulais. Non, pardonnez-moi, je voulais juste ajouter encore un point. Je pense que ça serait bien qu'on arrive à trouver la possibilité de discuter revenu de transition, revenu contributif. Parce que je pense que là, on a intérêt ensemble à développer une scalabilité de la valeur produite par ces actions rendues possibles par le revenu de transition ou par le revenu contributif. Le revenu contributif étant, je ne sais pas si vous le connaissez, Damien, ce modèle. C'est un modèle qui s'inspire des intermittents du spectacle et donc qui rémunère le travail effectué en dehors de l'emploi et qui conditionne cette rémunération, la productivité de cette rémunération à la possibilité à un moment donné de valoriser le travail, c'est-à-dire le savoir acquis. Et donc ce que nous faisons nous en Seine-Saint-Denis, c'est de créer les dispositifs de capacitation et d'investissement. Alors ça peut être des investissements associatifs, ça peut être des investissements de groupes industriels ou de banques pour véritablement valoriser ce genre de choses. J'ai envie de demander à Chiara et à Karim comment ils voient ces questions-là du point de vue de spécialistes du développement urbain et aussi de prospective du développement urbain, parce que tu nous avais fait une fois, Karim, une démonstration prospective assez terrible d'ailleurs. Voilà, mais voilà, Karim et Chiara, je crois, travaillent dans cette démarche, mais à l'échelle d'un grand groupe constructeur. Voilà. Merci. Ça marche? Oui. Il faut que tu approches le micro de ta bouche, parce que sinon... Voilà. Oui, ça marche. On va charger. Voilà. Bonjour, merci Bernard. Alors, on a entendu beaucoup de mots, effectivement, qui vont un peu essayer d'être convergents vers notre présentation d'aujourd'hui à Chiara et à moi-même, à savoir que nous, notre sujet de base, ce sont les infrastructures. Alors effectivement, nous représentons le groupe Vinci. Vinci est au cœur d'un certain nombre de sujets ou de polémiques sur les questions des partenariats publics-privés, sur la question de conception, sur la relation entre ce qui est du commun public, de ce qui est du commun délaissé par les puissances publiques pour être finalement opéré par les acteurs privés. Donc on est effectivement au cœur de ce sujet. Mais
Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la manière dont on doit repenser les modèles économiques dans la conception, la réalisation et l'exploitation d'infrastructures, pas uniquement pour le groupe Vinci, mais bien plus large, et c'est un peu ce que l'on va illustrer avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, le point de départ de notre réflexion, c'est que les villes, les infrastructures de manière générale, ne sont pas du tout adaptées au changement climatique. Alors vous avez ici Paris sous les eaux en 2018, c'était l'hiver. Vous avez l'aéroport ici en Asie du Sud-Est, l'un des aéroports que nous exploitons. Ce n'est pas un aquaplaning, c'est tout simplement des phénomènes de submersion marine beaucoup plus importante qu'à la phase de la conception il y a plusieurs décennies. Vous avez ici en bas à droite les réseaux électriques qui sont de plus en plus détruits lors des canicules en Californie avec des périodes qui sont de plus en plus étendues. Et vous avez au nord, au Maroc, dans la vallée de Dorika, une route qui connecte des villages totalement insularisés. Et lorsque ces routes sont totalement détruites, ça crée également des problèmes de développement local. Alors pour aller sur d'autres échelles, ici une image aussi qui présente ici un peu notre démarche, c'est suite à samedi, vous avez eu un blackout. Alors le blackout, ici on peut se dire que c'est un petit point de géographie, mais sur des échelles locales, on parlait du global au local, ou même du local au global, quand une infrastructure à l'échelle de New York est endommagée, notamment la bourse, parce qu'on parlait de finance, c'est toute l'économie mondiale qui a été bloquée pendant quelques instants parce que tout simplement Wall Street ne pouvait plus marcher. Donc on voit bien aussi ces effets bijectifs entre le local et le global, et le local du global vers le local et du local vers le global lorsque l'on parle d'infrastructure. Un autre exemple, vous avez toujours suite à samedi, ici c'est une gare de triage et une gare de transport à New York. Et quand le samedi est arrivé, le réseau électrique que vous avez vu tout à l'heure a endommagé l'apport en électricité des caténaires qui ont fait que les trains ne pouvaient plus fonctionner. En plus, double effet, les rails étaient également sous l'eau en partie. C'est toute une économie marchande qui permettait de faire des flux, de transporter à la fois pour la migration pendulaire qui ont été, bloquées. Donc l'économie, sur des échelles extrêmement étendues, ont été endommagées. Un autre exemple, là ça concerne le groupe Vinci, vous pouvez retrouver cette photo dans la presse. Nous avons conçu ici, donc c'est un aéroport, notamment de Kansai au Japon, que l'on opère. Cet aéroport a été conçu, donc là on va un peu toucher du doigt l'une des questions que l'on va poser après, la question de la gouvernance. Non pas la gouvernance en termes d'exploitation de l'aéroport, mais quand on parle de continuité d'infrastructure, tout d'un coup on arrive à se poser un certain nombre de questions. Je m'explique. Cet aéroport est connecté à l'île du Japon par un pont, et ce pont n'est pas du tout exploité par l'exploitant de l'aéroport. Durant cet ouragan, donc il y a eu un ouragan en octobre 2018 qui est le plus puissant jamais enregistré depuis que les stations météo existent en Asie, et toutes les cotes de surcote de crise ont été quasiment dépassées, ce qui fait que non seulement l'aéroport a été bloqué, il y a submersion, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que le pont qui relie cet aéroport à l'île du Japon a été endommagé par un méthanier qui est venu s'encastrer sur un pylône, et le pylône a fait affaisser le pont, et pendant plusieurs mois, plus personne ne pouvait venir dans l'aéroport. Or, l'exploitation de ce pont n'est pas du ressort de l'exploitant de cet aéroport. Donc là, on commence à toucher des questions sur comment est-ce qu'on doit repenser dans des communs, finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre du commun, quelle gouvernance on doit recréer lorsque l'on doit gérer des exploitations d'infrastructures qui n'ont de sens que parce qu'elles ont un continuum. Alors tout ça pour vous dire également que de manière générale, les infrastructures et les villes sont endommagées, impactées par le changement climatique, et ceci génère des surcoûts, génère également des perturbations en termes d'appréhension de modèles économiques, financiers, d'assurance. Tout est en train de se réorganiser à tel point que l'on observe de plus en plus, à droite, ce que vous avez du côté des assurances, de la normalisation et des agences de notation, des acteurs qui sont en train d'influencer des règles d'accès à des marchés, des règles d'accès pour avoir des financements, pour investir, pour construire, pour réhabiliter. Et en face, vous avez des acteurs publics, que ce soit des bailleurs de fonds, que ce soit des collectivités, qui s'organisent en réseau pour essayer de bâtir des plans d'adaptation au changement climatique. Et c'est là où Résilience, en tout cas notre activité, intervient. Petite information, l'agence Moody's, par exemple, a annoncé en 2018 l'obligation pour toutes les villes de la côte est américaine d'avoir un plan d'adaptation au changement climatique à l'horizon 2020-2021. Si ce plan n'était pas forgé, construit, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt allaient exploser. Donc vous voyez derrière ce que ça peut avoir comme impact, et dit
En ce moment, ce qui est en train de se faire, c'est que l'Europe est soumise à cette même contrainte. Donc il y a aussi des villes en Europe qui sont en train de bâtir ces plans d'adaptation. Alors, de manière assez illustrative, on parlait de PPP, partenariat public-privé. Et bien, ce que l'on commence à voir, c'est qu'effectivement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un PPP, et ben, on est en train d'insérer de plus en plus des logiques d'ingénierie ou de préconisation d'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on fait un PPP, quand on conçoit une infrastructure à un instant T, que va-t-il devenir dans les décennies à venir par rapport au changement climatique? Est-ce que le climat va impacter l'exploitation, le modèle économique, la résistance de cette infrastructure? Et donc, où est-ce que l'on pose le risque? Qui va pouvoir le gérer? Est-ce qu'on le copartage? Donc là, ceci, le climat, le changement climatique est en train de réorganiser, même on parlait d'un nouveau mode de partenariat public-privé, partenariat public collectif, de ce que j'ai vu tout à l'heure. Eh ben, voilà. Exactement. Eh ben, le changement climatique est en train de modifier les règles des PPP, en tout cas à l'international. Donc nous, ce que l'on fait, on est une structure qui essaye, tout à l'heure j'entendais la réflexion en disant qu'on ne tient pas compte du changement climatique, ben, nous essayons d'intégrer des scientifiques dédiés au changement climatique avec l'ingénierie de la construction. Donc on est en train de créer un peu ce modèle qui est un peu innovant, on n'a pas réinventé le climat, on n'invente pas l'ingénierie de la construction, mais on essaie de faire combiner ces deux ingénieries-là, ces deux sciences, ces deux savoir-faire pour essayer de diminuer, d'atténuer, je dirais, la non-adaptation des infrastructures ou des villes de manière générale. Et donc, bien entendu, nous, on est cette passerelle-là et de ce fait, on intègre avec nous des partenariats avec les Nations Unies ou la Commission européenne sur ces sujets. Bien sûr, pour essayer, on parlait de Greta Thunberg tout à l'heure, eh ben, notre activité a aussi pour objectif, si on est plus résilient, on arrive à viser un certain nombre d'objectifs de développement durable, et c'est la demande des bailleurs de fonds, la demande des investisseurs, dans certains cas dans les pays en voie de développement, et ce sont quelques exemples que Chiara tout à l'heure va vous illustrer. Alors, très vite, pour schématiser, qu'est-ce que c'est que la résilience urbaine? Alors on pourrait parler de résilience des infrastructures, mais c'est déjà d'avoir une population qui est exposée, donc là c'est un exemple qu'on essaie d'illustrer, un niveau de population exposé à un risque avec un certain nombre d'événements climatiques qui puissent être des ouragans, de l'inondation, la sécheresse, etc. Et puis derrière, on part du principe qu'il y a un déficit en termes d'adaptation au changement climatique. Donc ça c'est le point de départ. Maintenant la question c'est quand vous avez une ville, eh ben, vous avez un certain nombre de composants qui sont étalés dans des topographies particulières. C'est très schématique mais c'est pour un peu illustrer comment est-ce qu'on part d'un instant et comment est-ce qu'on se dirige vers une adaptation au changement climatique. Déjà, on identifie un niveau d'exposition au risque assez classique, des risques de submersion ou d'inondation, de glissement de terrain par exemple. Et puis après, la question c'est quelle stratégie on opère? Est-ce que l'on reconstruit comme par le passé? C'est très souvent ce qui a été fait parce que ce sont les choses les plus faciles, les plus réactives, et puis en gros, c'est plus confortable parce qu'on sait déjà ce que l'on a déjà fait. Donc on part pas de rien, on part avec un actif. Donc là, la question de la connaissance est aussi un problème. Et donc ensuite, quand on essaye d'avancer, on s'aperçoit que si on stresse ces conceptions de reconstruction à l'identique ou vis-à-vis du passé, on n'est pas adaptatif au changement climatique parce que les données du climat ne seront pas les mêmes. Et donc la question qui se passe, c'est un concept poussé par les Nations Unies qui est Build Back Better, donc en gros, comment reconstruire de manière encore plus intéressante et plus pertinente pour l'avenir. Donc là, on commence à trouver des solutions qui vont être de faire appel au support des communautés locales, par exemple, dans leur connaissance des environnements, mais c'est également la manière de pouvoir co-construire des standards collectifs, non pas venant de l'État ou de la puissance publique, mais venant de la citoyenneté. Et derrière, c'est comment repenser des aménagements urbains de manière bottom-up et non plus forcément de manière top-down. Et on commence à avoir des projets en ce sens dans les pays dans lesquels nous avons quelques actions que Chiara va vous illustrer tout à l'heure. Alors, effectivement, où est-ce que l'on travaille? Tous les pays en rouge sont les projets auxquels que nous commençons, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en France bien entendu et en Asie centrale, et les pays en bleu, ce sont des pays dans lesquels nous sommes en train de contracter des partenariats. Alors, on va commencer par la France et l'Europe. Alors, on va plutôt prendre la France. Comment? Combien de temps il te faut encore? Comment? Combien de temps? 7 minutes. 7 minutes. 5. Très vite. 4. Alors, 4. Donc là, on a la question des échelles, très vite. La question, c'est quand vous avez un petit point de défaillance dans un territoire, eh ben, on s'aperçoit que ce petit point, c'est une concentration d'infrastructures critiques. Et si ce point est défaillant, il a un impact beaucoup plus étendu sur le plan géographique. On le voit également sur des sujets liés aux inondations. Les inondations ne sont pas le fait d'une seule collectivité.
cela pose des questions de partage de la responsabilité en termes de gouvernance des bassins versants. On le voit ici, donc là c'est un exemple sur des autoroutes. L'autoroute que gère Vinci dans le sud de la France traverse des zones inondables et ces zones ont des gouvernances de gestion des eaux totalement différentes. Je vais avancer pour laisser la parole à Chiara sur un exemple en Afrique. L'air de conseiller. Et vous, combien de temps il vous faut, Chiara? Je vais essayer de faire très vite. Merci. Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Alors, je vais commencer juste par cette image un peu pour illustrer et essayer ensuite de rebondir sur la question de la localité. Donc ça, c'est les conséquences du typhon Nanmadol qui a détruit le mur de soutien d'une décharge aux Philippines. Et comme c'est le cas sur cette image, il faut noter que la plupart des villes qui grandissent, il y a une grosse informalité et ce sont le plus souvent les zones les plus exposées au risque. Et donc ces maisons, elles sont dans des zones non constructibles, ils le savent, mais c'est des populations qui font quand même le choix de se positionner et de construire dans ces zones après un calcul coût-bénéfice où le risque en fait, fait partie de l'équation mais n'est pas particulièrement pertinent. Donc mieux vaut vivre près de la ville et des opportunités qu'elle offre pour améliorer les conditions de vie et même si ça veut dire vivre dans une zone à risque. Donc pour renforcer la résilience d'un territoire comme celui-ci et parvenir à des changements durables, il faut aller plus loin que des règles et des définitions de zones constructibles ou non et donc engager des négociations entre les différents acteurs et jongler entre les possibilités et les intérêts de chacun. Et donc, pour moi, le local, c'est un peu le lieu privilégié de cette négociation et des compromis. Parce que donc, pour travailler sur la question et renforcer la résilience des territoires, il faut trouver des compromis. Chacun a un rôle à jouer dans le renforcement de la résilience d'un territoire, mais chacun a des intérêts différents. Donc ça, c'est une méthodologie, on ne va pas avoir le temps de s'apesantir là-dessus, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on construit la résilience d'un territoire avec les parties prenantes de ce territoire, et ça, c'est une méthodologie qui a été mise en œuvre pour travailler dans des territoires où il n'y a pas de données, où les autorités sont peu présentes, où on peu de capacité humaine, peu de financement. Donc comment est-ce que dans ces territoires-là, on peut quand même engager une action? Et donc, pour ça, on a mis en place donc, cette méthodologie. C'est un outil qui est en ligne assez facilement. Et donc, on parle pas seulement de consultation, mais de participation avec les parties prenantes pour créer et renforcer la résilience d'un territoire, mais ça permet aussi d'améliorer la cohésion sociale au niveau local, et donc je pense que c'est des éléments qui ont déjà été apportés, et pallier au manque de données et de compléments d'informations avant de lancer un projet en s'appuyant sur les connaissances des acteurs locaux. Donc l'expert est là en fait juste pour orienter, parce qu'on est un peu dans cette société des experts, mais en fait c'est vraiment sur les experts, ce sont ceux du territoire qui vont être ceux qui vont être capables de mettre en œuvre les actions pour renforcer cette résilience. Donc, ouais, juste un exemple de capacitation qu'on fait donc, avec les acteurs, ça c'était au Togo, où on a travaillé avec donc, les membres des gouvernements pour justement leur donner des bases, non seulement en termes d'outils, mais aussi de connaissances, pour qu'ensuite ils soient en capacité de travailler sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est une plateforme numérique. Donc, on peut le faire par différents sujets, différents biais. Voilà. Merci beaucoup. C'était toujours, comme toujours, très intéressant. Maintenant, je vais vous dire une chose qui va vous paraître totalement théorique et typique d'un philosophe qui n'a pas les pieds sur terre. Il ne faut pas s'adapter au changement climatique. S'y adapter, ça veut dire qu'on accepte les causes, en fait. Donc il faut essayer de travailler sur les causes. Donc là, vous travaillez sur les effets, enfin peut-être pas dans le deuxième aspect, mais dans le premier, et c'est très bien, il faut le faire, bien entendu. Il faut absolument travailler sur les effets, parce que les gens aujourd'hui vivent dans ces villes-là, et il y en a des centaines de millions qui sont exposés à ça, donc il faut absolument y travailler. Mais si on ne travaille pas en même temps sur les causes, on ne fait justement que légitimer un dispositif qui en fait se condamne à mort structurellement. Bien sûr, alors je peux répondre ?
Non, parce qu'il faut me laisser d'abord exposer mon point de vue. Et puis après, je vais donner la parole à Dominique, bien sûr. Bien sûr, je vais vous donner la parole à tous les deux pour répondre, mais ce que nous pensons, nous, ici, il y a quelqu'un dans la salle qui a écrit un livre qui s'appelle La ville contributive. Nous pensons qu'il faut repenser la ville, il faut aussi repenser les territoires ruraux. En fait, il faut tout repenser. Il faut repenser la macroéconomie, parce qu'aujourd'hui, la macroéconomie est fondée, cet aéroport que vous avez construit, ils sont fondés sur l'augmentation des taux d'entropie, fonctionnellement, y compris parce que vous dealez avec le béton, etc. Et je ne vous en fais pas le reproche. Moi, j'essaie de convaincre en ce moment les bétonneurs de dire intéressez-vous à l'argile. De toute façon, un jour, on vous fera sauter vos trucs à la bombe si vous ne le faites pas. Les gens vous en voudront à mort. Donc, la question, c'est maintenant de se mettre à travailler sérieusement, à faire de la vraie R&D, du vrai développement, pas le développement de Vinci ou de la Farge, je ne sais pas quoi, mais le développement de la planète. Parce que si la planète ne se développe pas, la Farge et Vinci disparaîtront avec. À partir de là, il y a une question qui se pose, mais je sais qu'on en a déjà parlé, Karine, donc je sais que tu es réceptif à ça, mais je le redis parce que c'est la question fondamentale pour moi. C'est de développer des politiques urbaines, là pour moi, urbain contributives, où ce sont les habitants qui contribuent, et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Je dis ça aussi pour préparer l'intervention de Thibault. Il faut s'en donner les moyens. D'abord, il faut réfléchir, comme j'en ai eu la notion grâce à un ingénieur de Vinci, qui a quitté Vinci depuis, il s'appelle Pierre Guérineux, un ingénieur des ponts et chaussées, qui m'a expliqué que voilà, la révolution industrielle du bâtiment et tout ce que ça rendait inéluctable, la disparition de toutes sortes d'emplois, etc., mais comment ça ouvrait de toutes sortes de nouvelles possibilités. Et nous, en ce moment, on a essayé de convaincre Vinci, rien à faire. Nous travaillons avec le rectorat de Paris, enfin pas de Paris, avec le rectorat de Créteil, donc la région de Seine-Saint-Denis, pour faire que les gamins de la Seine-Saint-Denis s'emparent des technologies urbaines nouvelles pour anticiper le développement de leur propre territoire en utilisant les technologies virtuelles et pour devenir non pas des consommateurs de ville, mais des responsables de ville. Voilà. Et aussi éventuellement des travailleurs de chez Vinci ou ailleurs. Et là on ne travaille pas sur les effets, on travaille sur les causes. Pourquoi? Parce qu'on essaye de mettre en place une économie de construction qui lutte contre l'entropie. Et qui lutte contre l'entropie, que ce soit le changement climatique, tous les effets que l'on connaît, par une ville intelligente, où la ville intelligente, ce n'est pas la ville bourrée de capteurs et d'algorithmes, c'est la ville où les habitants sont plus intelligents. Plus intelligents, ça veut dire plus reliés entre eux, plus proches les uns des autres, et ça suppose des technologies contributives qu'il faut peut-être repenser complètement. Voilà. Alors, tu voulais dire quelque chose, Dominique, aussi Oui, c'est pas qui. Si vous voulez réagir très rapidement sur cette question d'adaptation, j'ai quand même apprécié le fait que dans ce cadre-là, on remaille avec les acteurs locaux, etc., les modes de gouvernance locaux. Mais effectivement, on en a peu pour aller dans il y a un problème avec l'adaptation. Hein. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'effectivement, on ne peut pas séparer adaptation et réduction des émissions. C'est-à-dire qu'il y a un seuil au-delà duquel l'adaptation n'a plus de sens. Et puis surtout, ce qui fait toute la difficulté, si vous voulez, c'est que, en fait, par contre, dans 20 ans, nous dit l'IPSL, il est déjà dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'en 2040, on sera à 2 degrés, tout simplement parce que quand des gaz à effet de serre arrivent dans l'atmosphère, ils expriment rapidement qu'un tiers de leur pouvoir de réchauffement global. Et le reste va se développer au fur et à mesure. Et donc en fait, on est pris dans une espèce de course de vitesse qui fait que l'adaptation n'a pas de sens parce que chaque fois qu'on s'adapte, on s'adapte à un seuil qui lui continue à s'élever. Et encore une fois, au-delà d'un certain seuil, ça a tout le sens. C'est pour ça que moi je ne parle pas tant de risque climatique que de dommages transcendants. Parce que ce qui est en cause, c'est la possibilité même, si vous voulez, d'habiter la planète. C'est juste, voilà, ces petites remarques. Et pour vous faire bien comprendre cette histoire d'accélération, en gros, on est passé d'un rythme de réchauffement par décade. Il y a au début, à partir des années 80, on est sur un rythme d'1 dixième, 700e, on passe à un rythme de 2 dixièmes, 3 centièmes, et aujourd'hui on a un rythme de 3 dixièmes par décade, 7 centièmes, et il va encore augmenter. En fait, on a pris 9 dixièmes depuis le début des années 80, on va reprendre 40 ans, et on va reprendre 9 dixièmes en 20 ans. Et donc ça, c'est une espèce de défi, et au moins à la
l'avantage de Vinci, je voudrais distinguer une entreprise comme General Electric, qui est américaine et qui est donc dirigée, enfin, une entreprise américaine, mais celle-là par des dirigeants climato-sceptiques qui ne veulent pas tenir compte du changement climatique dans la stratégie. Donc, les amis de l'État, écoutez bien, vous pouvez racheter General Electric dans quelques temps pour pas grand-chose. Je ferme la parenthèse. Vas-y, Karim. Je sais pas si tu veux compléter, Karim. Ok. Alors, il y a, je vais juste, déjà quand on parle d'adaptation, on ne parle pas d'adapter. Adaptation, sur le plan de la sémiologie, de l'épistémologie, c'est un processus. Donc, dans le processus, quand on fait une infrastructure, il faut se poser une question, c'est que construire un ouvrage, quel qu'il soit, entre le moment déjà où on fait sa conception et le moment où on va la livrer, il peut se passer également des indicateurs qui vont également changer. La question centrale, c'est pour ça qu'on parlait de la question des qui porte le risque, par exemple, et comment est-ce que ce risque peut être couvert avec des assurances, par exemple, c'est le niveau d'incertitude. Il y a une base d'incertitude qui est extrêmement importante. La question, c'est comment est-ce qu'on essaye de la paramétrer, comment est-ce qu'on essaye de l'accepter, et à partir de cette acceptation, eh bien, on doit aussi repenser le cycle de vie des infrastructures. C'est-à-dire, pourquoi avoir une turbo tout de suite? Il serait peut-être plus intéressant d'avoir une 2 chevaux dans un premier temps, et de la faire évoluer jusqu'à avoir, pourquoi pas, une turbo d'ici 30 ans. Donc là, on est aussi dans un travail, alors on ne transforme pas le milieu du BTP du jour au lendemain, bien entendu, mais il y a des processus qui sont en train de se faire, et ensuite, ces processus, ils sont aussi dépendants de la commande publique. Donc il y a aussi un travail, je dirais, de plaidoyer du côté des donneurs d'ordre pour qu'eux également puissent changer les cahiers des charges, parce que sans parler de Vinci ou Bouquet, si ce n'est pas écrit dans les cahiers des charges, sur certains projets, eh bien, les gens vont aller au moins 10 ans. Donc il y a aussi des règles économiques, des modèles économiques à réviser et à re-questionner. Voilà, ça c'était mon point. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être donc pour ajouter quelque chose, donc là on est dans... relativement, parce qu'il faut qu'il y ait le temps de parler, on est obligé de libérer la salle absolument dans 20 minutes. Ben, je vais vous... Oui, d'accord. Non, mais sur la question de l'adaptation, ça dépend aussi où on se place. C'est-à-dire que là, on donnait des exemples d'Afrique subsaharienne. C'est vrai que la question d'adaptation prône sur l'atténuation, mais ça peut aussi nous donner l'espace pour penser à des shortcuts, pour aller plus vite et justement penser un modèle qui serait pas... Mais ça veut dire aussi lutter contre des rêves, justement contre les autoroutes, enfin je veux dire, il y a tout ça aussi à réinventer et tout un travail de empowerment qui a à faire avec ces populations locales pour qu'elles soient en position d'assumer et de proposer leur propre modèle qui permettra aussi d'allier adaptation et atténuation. Je pense. Je vous laisse la parole. Bien sûr. Juste, j'ai demandé si je pouvais prendre une minute de son temps à m'accorder, merci bien. Moi, je suis un peu révolté parce que j'ai entendu, et ce que j'entends, mais pas de Vinci, pas de vous en tout cas, mais l'adaptation au changement climatique, moi, c'est un truc qui me fait hurler. Mais non, mais on demande, les États demandent, obligent les collectivités à avoir des plans d'adaptation au changement climatique, et d'un autre côté, l'État ne respecte pas ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique. C'est du cynisme total. Moi, ma ville, j'ai porté plainte il y a 1 an contre l'État parce qu'il ne respectait pas ses engagements. Ma ville, aujourd'hui, dans le dernier rapport du GIEC, je pensais que l'eau serait revenue, puisque c'est un territoire en polder, en 2100, et finalement, là, dans le dernier rapport du GIEC, c'est 2050. Qu'est-ce que je vais parler à mes habitants de résilience? Leur baraque qu'ils ont construite, elle ne vaut plus rien, parce que dans 30 ans, elle est sous la flotte. La centrale nucléaire de Gravelines, la plus importante du monde, le directeur de la centrale dit, bon, on va monter les murs de 6 mètres, et ça va être la première centrale nucléaire offshore du monde. C'est quoi l'adaptation? C'est quoi l'adaptation? Parce que moi je pense que c'est du cynisme, c'est du business usual. On continue, l'aéroport qu'on voit sous la flotte, il faut le fermer, puis il faut fermer les aéroports. C'est ça l'adaptation au changement climatique. C'est arrêter le système dans lequel on est, l'emballement dans lequel on est depuis des années, et revoir notre modèle de développement, revenir à de la sobriété. Je ne sais plus qui employait le terme tout à l'heure, mais c'est à ça qu'il faut qu'on revienne. Enfin, voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais... Merci. Du coup, c'est quand même pas la conclusion. Parce que j'ai à faire simplement un petit mot. Merci d'être là et d'être resté jusqu'au bout quand on est le dernier intervenant. Moi, je travaille dans une Civic Tech. Civic Tech, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En tout cas, c'est une plateforme de contribution, comme vous en avez parlé pas mal sur ces derniers jours, mais qui essaye d'appliquer ça au champ de la participation citoyenne. C'est-à-dire comment on peut créer des espaces dans lesquels on va tenter d'intégrer la parole des citoyens dans les processus de décision. Et si je reprends un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, pour nous, avant de parler des boîtes noires
techniques. Il y a les premières boîtes noires qui sont les boîtes noires décisionnelles, c'est-à-dire aujourd'hui comment on prend des décisions. Et le modèle actuel, il est quand même plutôt organisé sur la parole de quelques experts et plutôt la prise de décision à huis clos. Et nous, quand je dis nous, c'est quelques personnes d'une trentaine d'années, on s'était un peu dit que si jamais on avait des modes de production des décisions qui se faisaient à ciel ouvert et en toute transparence, peut-être que là on aurait un levier de conduite du changement un peu différent, c'est-à-dire de pouvoir avoir des modes de production des décisions qui aboutiraient à des décisions plus efficaces, notamment parce que peut-être que si on écoutait les personnes pour lesquelles ces politiques publiques sont adaptées, peut-être qu'on aurait une meilleure connaissance de ces besoins, et que si on a une meilleure connaissance des besoins, on pourrait quand même aboutir à des politiques publiques mieux construites, ou en tout cas qui seraient plus efficaces, dans un contexte où les politiques publiques globalement n'atteignent pas leur public, soit elles se font potentiellement contre un peu l'intérêt des citoyens, soit elles se font dans le non-usage complet, et aujourd'hui on a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on fait des politiques publiques pour des personnes qui ne les utilisent pas ou peu. Au moins je prends l'exemple, nous, sur lequel on travaille beaucoup, national. Et ça c'est un peu la manière dont on a envisagé les choses, et ça nous a amené à faire des plateformes participatives sur des projets plus associatifs. Et aujourd'hui, la plateforme et l'outil qu'on met à disposition, il est utilisé pour le grand débat national, dont vous avez peut-être entendu parler, et aussi pas mal de plateformes participatives à destination des collectivités. Et c'est là où, du coup, comme vous n'aurez peut-être pas le temps de parler, je préfère vous le dire tout de suite, ça veut dire que potentiellement, on est autant un instrument du changement qu'un instrument du non-changement, puisque ça consiste à donner l'impression aux gens qu'ils vont contribuer, et la réalité c'est que leur contribution, oui, techniquement ils vont pouvoir le faire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça c'est le sujet le plus difficile. Et aujourd'hui on est dans cette situation-là. Nous notamment on avait un peu la promesse ou la spécificité en tant que Civic Tech de pouvoir permettre une participation massive. Quand je dis massive, il fallait bien s'entendre, les consultations sur les lois c'était 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Le grand débat national ça fait 1,5 million, mais on était sur cette notion juste quantitative. Et dès qu'on arrivait un peu sur ces seuils-là, par exemple sur certaines collectivités aussi, réussir plutôt dans une métropole à réunir 10 000 participants, il y avait le côté un peu pour les élus de se dire c'est bon, on a ramené les citoyens au bercail, on ne savait pas trop où ils étaient, quand on faisait des réunions publiques ils n'étaient pas là, maintenant on a un peu de monde et ils y sont à nouveau et on va pouvoir repartir comme avant. Et en fait, la situation qu'on rencontre aujourd'hui, c'est peut-être pas une grande pensée du numérique, mais en tout cas c'est ce qu'on vit. Aujourd'hui, la plupart de nos interlocuteurs voient le numérique comme le problème et très rarement comme une possibilité d'une solution. Je vous donne les exemples les plus classiques. Les décideurs sont marqués dans leur expérience du numérique par les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous qui arrivons en leur disant on a une plateforme sur laquelle vous pouvez avoir des interfaces plus suffisamment intelligemment foutues pour que les gens puissent participer et apporter des contributions, personne n'y croit. Personne ne nous croit. La réalité, c'est que toute consultation confondue, le taux de modération sur nos plateformes est de 0,02%. C'est-à-dire qu'il y a cet imaginaire de dire que si on va aller sur Internet, ça va être la pagaille. La réalité, c'est que ça dépend sur où vous allez sur Internet. Et des interfaces qui sont un peu mieux foutues que des forums vous permettent d'avoir des constructions collectives. Donc en fait, demander la parole des citoyens pour qu'ils fassent des contributions intelligentes, ça c'est facile. Techniquement, c'est pas grand-chose. Par contre, la réalité, c'est que d'un point de vue institutionnel, qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là, notamment quand elle est contraire à ce qu'on a prévu, et qu'on est un élu, et qu'on estime qu'on est élu, et que c'est-à-dire qu'en fait, on décide un peu pour tout le monde, parce que c'est logique, et c'est comme ça que la Constitution fonctionne. Ça, c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus compliqué, et ça nous met dans un contraste assez fort sur le fait que, si vous voulez, sur la politique publique et comment elles sont construites aujourd'hui, nous, ce à quoi on est en difficulté, c'est que il y a une manière un peu de pratiquer de la politique, enfin, il y a un slogan en tout cas, ou une référence, je crois qu'elle est de Vauvenard, qui dit « on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Et en fait, nous, nos plateformes, elles marchent très bien quand on présente un projet, mais quand vous êtes dans une situation où en fait la manière de faire de la politique est constituée sur l'ambiguïté, ça ne marche pas. Et ça nous amène, je ne sais pas si ça fait une transition avec vos sujets, mais vous avez parlé un moment de rationalité. Nous, ce qui est terrible pour nous, ce à quoi on est confronté, c'est qu'à nouveau, faire une consultation dans un univers rationnel, on sait le faire. La réalité aujourd'hui de ce qu'on constate auprès de tous les interlocuteurs, qu'on soit dans le monde universitaire avec lequel on travaille, la sphère privée, la sphère publique, c'est que l'idée que la prise de décision obéit à une forme de rationalité est assez fausse. En tout cas, c'est ce qu'on constate un peu à nos dépens. Et alors, je ne sais pas si là-dedans le numérique peut permettre de rationalité, mais on est toujours surpris. Et c'est toujours très particulier, parce que qu'est-ce que, dans les effets de nos plateformes, j'en mettrai juste un. Il paraît très minime aujourd'hui, mais je pense que nos clients, donc à nouveau principalement des élus, redécouvrent
que leurs citoyens sont intelligents. Et je pense que le bénéfice, j'en suis pas au stade de dire que demain on va co-construire toutes les décisions et qu'on va réussir la transition dans la société. Je dirais qu'il y a un bénéfice assez simple de ce qu'on arrive à faire. Ils sont surpris, c'est-à-dire vous mettez des modalités, on en a une dernière sur, je vais prendre un exemple, sur la réforme des retraites, il y avait un module de questions-réponses. La crainte numéro 1, c'était de dire oh là là, est-ce qu'on va se faire troller, est-ce qu'on va se faire attaquer, etc. La totalité des questions, leur crainte en voyant les questions arriver était désormais de se dire wow, comment je peux répondre à ça, parce que quand on voyait la question, on avait des contributions intelligentes. Alors c'est pas une surprise pour, j'espère, tout le monde ici, mais la réalité de ce qui est vécu par nos interlocuteurs, mais parce que, à nouveau, je vous dis, ils sont dans un univers de représentation très complexe, et le pire du tout, c'est que, je ne sais pas si on contribue à ça, mais ce qui fait que certaines personnes ne vont pas vers le numérique, c'est à quel point, peut-être notre langage start-up qui a à revoir, à quel point ils ont l'impression d'être ringardisés quand ils ne comprennent pas un sujet qu'on leur évoque. Et je suis persuadé aujourd'hui que c'est la crainte de la ringardise, c'est très humain, c'est très basique, c'est peut-être pas aussi conceptuel que ce que vous avez entendu, mais la crainte de la ringardise associée au numérique est le premier frein aujourd'hui au développement de technologies qui pourraient participer à l'élaboration des solutions, mais qui sont encore aujourd'hui vues du côté du problème. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Je crois que vous étiez là aujourd'hui. En fin d'après-midi, donc vous n'avez pas entendu tout ce qui s'est dit. En fait, nous, ce que j'appelle le nous, là, nous, c'est une équipe qui travaille à essayer d'élaborer des modèles macroéconomiques soutenables dans une phase de transition et qui progressivement puissent être généralisés à travers des expérimentations territoriales, des territoires apprenants dans le monde entier, en fait. C'est ça qu'on propose à l'ONU. Et ce que nous posons, c'est qu'il y a des briques à articuler entre elles. Une maison, par exemple, il faut qu'il y ait un toit. Si vous ne mettez pas de toit, ce n'est pas une maison. Voilà. Il faut qu'il y ait une porte, etc. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut développer une macroéconomie, non pas simplement d'adaptation, mais d'adoption du changement, de la nécessité impérative de changer, en faisant absolument confiance aux habitants, mais en ne faisant pas confiance comme ça, non, en investissant dans les habitants. Le premier investissement, c'est le revenu contributif. Je ne vais pas vous dire ce que c'est exactement, on n'a pas le temps. En revanche, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez été là cet après-midi, on a eu 3 ou 4 exposés sur la question de la comptabilité. Et la comptabilité, c'est un système de contribution. Quand vous êtes, par exemple, vous faites du reporting dans une entreprise, vous avez une business unit, comme on dit dans les entreprises, vous devez faire du reporting sur votre activité, etc. Vous contribuez à un contrôle de gestion qui lui-même va contribuer au bilan, etc. Et tout ça va contribuer aussi au compte de la nation, de près ou de loin par 1000 choses. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est de l'administration, ça remonte à il y a plus de 5000 ans. C'est complexe, comme tout à l'heure, Samuel Jubé nous a parlé de la Mésopotamie, du cunéiforme. Voilà, il nous a montré une tablette sur laquelle il y avait des données comptables. Donc c'est une très, très vieille histoire. Cette vieille histoire, elle évolue en fonction de ce que j'appelle moi les technologies de grammatisation, c'est-à-dire les technologies qui permettent de toujours discrétiser plus précisément et comptabiliser plus précisément les choses. Aujourd'hui, ces technologies qui se sont d'abord développées pour ça, parce que ce qu'on utilise comme technologie, ça par exemple, ou mon smartphone, au départ c'était ce qu'on appelait de l'informatique de gestion. J'ai moi-même été pupitreur chez Rodier, donc je gérais un IBM 365 en tant que pupitreur, il y a fort longtemps, et ça sert d'abord à faire de la comptabilité et de l'administration. Aujourd'hui, vous faites la comptabilité sur le nombre de pas une fois sur tous les 10 jours. Mon smartphone me dit c'est bien, vous avez fait 10 000 pas aujourd'hui, c'est une comptabilité. J'ai rien demandé, hein, c'est mis en. Voilà. La comptabilité est entrée maintenant absolument dans toutes les couches de la société, absolument à tous les niveaux. Et nous pensons qu'on peut créer une économie contributive qui ferait en sorte que ce que vous faites avec les civic tech, ça ne devienne pas un truc de temps en temps quand on a besoin de consulter les habitants, mais que ce soit permanent. Que ce soit permanent, que ça commence à l'école. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il faut donner des tablettes aux gamins à l'école, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on recommence le projet de l'école pour arriver à ça et à faire que vers 15-16 ans, les mondes commencent à comprendre ce genre de technologie. Mais surtout, que ce soit des technologies vraiment contributives voulant dire
protégeant ce qui n'est pas calculable et donnant à la délibération le primat sur tout calcul. Voilà. Je crois que c'est tout à fait possible et aujourd'hui on a présenté ce qu'on appelle les instituts de gestion contributive qui reposent d'abord sur une plateforme de contribution où les habitants qui commencent par dire ce qu'ils considèrent être vraiment important pour eux, etc. Mais c'est dans la vie quotidienne, c'est pas de temps en temps, c'est dans la vie quotidienne, sont acculturés, et non seulement sont acculturés, mais nous voudrions, je le répète tous les jours, et je répète tous les jours que je vais envoyer une lettre à Stéphane Richard pour qu'il me réponde une bonne fois pour toutes, si oui ou non. Ils viennent en Seine-Saint-Denis travailler avec des gens avec lesquels on travaille en ce moment sur les smartphones et qui nous envoient des ingénieurs et des designers de Orange pour vraiment se mettre à réfléchir, pour s'apercevoir que les habitants, effectivement, ne sont pas des débiles mentaux. Et qu'ils ont beaucoup à apprendre des habitants, mais à condition de ne pas leur donner des plateformes qui les débilitent, qui les rendent débiles, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc, nous pensons qu'il y a la possibilité de développer une délibération, et ce que disent les politiques, enfin, leur irrationalité, voilà, n'y pensons plus, en fait. Parce que je pense que c'est du théâtre, ça, et c'est ce que pensent les Gilets jaunes, et tout le monde pense ça. Par contre, il faut travailler à élaborer, et ça se croise avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'opération qu'on essaie de faire sur l'habitat de demain, c'est complètement lié à cela, mais là, on essaie de donner des interfaces sur qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, comment ça se construit, qu'est-ce que c'est qu'un urbaniste, qu'est-ce que c'est une architecte. Il y en a une là, dans la salle, la dame qui a les cheveux blancs, on travaille avec elle, voilà, et d'autres architectes sur le territoire, où vraiment il s'agit d'essayer de faire que Bouchin a essayé de faire, comment il s'appelle, Bouchin, je ne retrouve plus son prénom, bon. Patrick, voilà, Patrick, vous le connaissez, il a travaillé de l'autre côté, il avait fait des choses formidables, mais aujourd'hui, avec le numérique, on peut faire beaucoup plus encore, voilà. Mais ça suppose une vraie politique, et il faut que les groupes aussi se penchent là-dessus, pour essayer de ne pas simplement s'adapter, mais de vraiment bifurquer, voilà. Et c'est possible. En plus, c'est possible parce que si, par exemple, Vinci ne fait pas ça, il disparaîtra. Parce que les Chinois le feront. Plus vite que Vinci. Et avec Amazon. Est-ce qu'il y a des questions de la part de nos fidèles, notre fidèle public? Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais revenir sur l'intervention de Karim Selouane et à propos de résilience. Est-ce que justement, ce que vous avez montré par rapport aux destructions sur divers territoires et en faisant appel aussi aux habitants, est-ce que c'est ça que vous appelez une sorte de résilience? Quelle est la dimension du partage des responsabilités? Parce que là, on peut se dire la responsabilité, elle est liée au changement climatique qui est planétaire, mais en même temps, elle est liée à l'aménagement local qui est basé sur des systèmes qu'il faut changer. Donc, appel à la transition. Et en même temps, ce qu'on appelle, pas vraiment l'empowerment, mais la capacitation, comment elle est mise en place. Et je ne sais pas si ça rejoint les questions de revenus de transition et de revenus contributifs et évidemment la valorisation de l'apport des habitants. Alors j'ai toujours une phrase que m'avait soufflé Stefan Kovac, qui est un urbaniste et qui mène en Afrique un projet basé sur ce qu'il appelle l'open urbanisme et qui est basé aussi sur ce que Richard Sennett appelle l'open city. Et cet Africain lui disait mais nous n'avons pas besoin de smart city sans intelligent citizen, et c'est un petit peu ce qu'on défend, je crois. Ça marche. Je vais répondre à la moitié de la question et je vais ensuite donner la partie sur tout ce qui va être la partie citoyenne à Chiara. Alors pour la partie risque, effectivement, en fait, il y a deux approches. La première, c'est de se dire, c'est pas de culpabiliser le climat il change, le climat il est là, effectivement. C'est plutôt effectivement sur la manière de repenser, on parlait des échelles, c'est repenser l'implantation d'une infrastructure dans son interaction avec le territoire. C'est-à-dire
qu'est-ce qui est du ressort de l'infra, comment est-ce que l'infra peut être un levier d'adaptation, en tout cas d'atténuation d'un risque, mais comment est-ce qu'on fait aussi, on intègre la réalité de la transformation des paysages. Je donne un exemple. Il y a une autoroute que l'on a conçue, alors après on pourra critiquer le fait que ce soit une autoroute, mais en tout cas c'est un financement européen pour le faire, pour construire une autoroute dans l'est de l'Europe. Et tout le long de cette autoroute, une urbanisation s'est faite, et quand elle s'est faite, en fait tout le système de réseau hydrographique qui a été la base du dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour capter les eaux de ruissellement est devenu obsolète. Donc, 10 ans après, la question c'est, on a l'endroit où vient circuler l'eau et où l'eau vient venir taper sur les talus. Ben, les talus n'ont pas été conçus pour faire face à ce type d'aléa, parce que tout simplement l'hydrographie a changé. Donc on voit bien qu'il y a des questions d'échec qu'il faut totalement intégrer pour les ingénieurs, pour les aménageurs, et ce sont des démarches nouvelles que nous, en tout cas, on essaie d'intégrer. Et pour la partie citoyenne, je vais laisser le pas à Karen. Je vais aussi parler. Ça marche? Oui? Non. Non? Ça y est, ça y est. Ça y est. Essayer de rebondir aussi sur la question, vous avez parlé de l'Afrique et de la Smart City, et dans l'exemple et la méthodologie dont je parlais, en fait, c'était surtout une méthodologie qui se focalisait sur les villes secondaires. Donc là, en plus des financements sur la Smart City, tout ça, vraiment, ça n'existe pas. On est vraiment dans un contexte sans données, sans financement, très peu de ressources, et du coup, pour engranger un processus de changement, je vais rester juste sur la notion de changement, du coup, l'idée c'est vraiment de travailler avec les habitants, mais avant ça, c'est-à-dire ça ne va pas être moi l'experte, soi-disant, enfin la soi-disant experte, qui je ne vais pas trouver les solutions et dire aux habitants quoi faire, je vais juste donner les outils aux gestionnaires de la ville pour interagir avec les habitants, et c'est à eux de créer leur modèle. Donc, il y a eu de très bons résultats, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dedans, mais c'est vrai que la Smart City digitale dans des villes africaines est encore plus secondaire, parce que c'est là que la croissance urbaine se fait très rapidement, c'est dans les villes secondaires et on n'en parle pas assez. Bon, le tout digital, c'est peut-être pas le plus pertinent. Voilà. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter parce qu'il faut libérer la salle dans les 45 secondes qui viennent. C'est l'état d'urgence. Merci à vous tous. Merci.